Tom était sur le point de s'endormir lorsque le téléphone sonna. Il se redressa maladroitement dans sa direction, mais sentit alors les seins de Beverly s'écraser sur son épaule, tandis qu'elle passait par-dessus lui pour attraper le récepteur. Il se laissa retomber sur son oreiller, se demandant vaguement qui pouvait bien appeler à une telle heure de la nuit, alors que leur numéro ne figurait pas dans l'annuaire. Il entendit Beverly dire « Salut !» avant de couler de nouveau dans le sommeil. Il s'était envoyé près de 3 packs de cibières, pendant la retransmission du baseball, et il était un peu dans les vapes. Puis la voix de Beverly, aiguë et étrange, vint lui vriller les oreilles comme un pic à glace, et il ouvrit de nouveau les yeux. Il essaya de s'asseoir, mais le cordon du téléphone s'enfonça dans son cou épais. « Sors-moi ce truc de merde de là, Beverly !» grogna-t-il. La jeune femme se leva vivement et fit le tour du lit, soulevant en même temps le fil de téléphone. Elle avait une chevelure d'un roux profond qui tombait en cascade sur sa chemise de nuit, en ondulation naturelle presque jusqu'à sa taille. Une chevelure de pute. Ses yeux ne vinrent pas effleurer le visage de Tom Rogan pour deviner l'humeur dans laquelle il se trouvait, et Tom Rogan n'aima pas ça. Il s'assit. Sa tête commençait à lui faire mal. Et merde, il devait déjà lui faire mal avant, mais quand on dort, on ne s'en rend pas compte. Il se rendit dans la salle de bain, urina pendant ce qui lui paraît 3 heures, et décida, puisqu'il était debout, d'aller s'ouvrir une autre bière pour lutter à sa manière contre la menace de mal de tête. Repassant par la chambre pour gagner l'escalier, avec son caleçon qui pendait comme des voiles d'en dessous une considérable bedaine, ses bras comme des dalles, il ressemblait davantage à un castagneur des quais qu'au président directeur général de Beverly Fashion. Il jeta par-dessus son épaule d'un ton furieux « Si c'est cet abruti de Leslie, dis-lui d'aller engueuler un mannequin et de nous laisser dormir. » Beverly lui jeta un bref coup d'œil, secoua la tête pour lui indiquer que ce n'était pas Leslie, et baissa les yeux sur le téléphone. Tom sentit se tendre les muscles de sa nuque. Voilà qui ressemblait à un congédiement. Renvoyé par la marquise de mes deux. Ça commençait à avoir l'air de prendre une tournure de scène. Beverly avait peut-être besoin de se faire rafraîchir la mémoire au sujet de qui menait la baraque ici. C'était bien possible, ça lui arrivait, elle apprenait lentement. Il descendit l'escalier et traversa le hall d'un pas traînant jusqu'à la cuisine, dégageant sans y penser le fond du caleçon qu'il avait coincé dans l'arrêt des fesses, et ouvrit le réfrigérateur. Sous sa main, il ne trouva rien de plus alcoolisé qu'un reste de nouilles dans un tupperware bleu. Il ne restait plus une seule bière. Même celle qu'il gardait en réserve à l'arrière, tout comme il conservait un billet de 20 $ plié dans son permis de conduire en cas d'urgence, avait disparu. La partie s'était prolongée sur 14 reprises, et tout ça pour rien. Les White Sox avaient perdu. Quelle bande de tarés cette année. Ses yeux flottèrent jusqu'aux bouteilles au contenu plus corsé, sur l'étagère vitrée qui surplombait le bar de la cuisine, et il s'imagina un instant en train de faire tomber une giclée de bim sur un glaçon. Puis il retourna vers l'escalier, sachant que c'était allé au-devant d'ennuis encore plus sérieux que ceux qu'il connaissait pour l'instant. Il jeta en passant dans le hall un coup d'œil à l'antique pendule à balancier, au pied de l'escalier, et vit qu'il était minuit passé. Cette information n'améliora pas son humeur, qui de toute façon n'était jamais bonne, même dans les meilleurs moments. Il monta l'escalier avec une lenteur délibérée, conscient, trop conscient, des battements amplifiés de son cœur. Kaboum, kadam, kaboum, kadam, kaboum. D'entendre son cœur battre à ses oreilles et le sentir pulser à ses poignets le rendait nerveux. Parfois, lorsque ça lui arrivait, il se l'imaginait non pas comme une pompe à compression-dépression, mais comme un gros cadran sur le côté gauche de sa poitrine dont l'aiguille effleurait de manière inquiétante la zone rouge. Elle lui déplaisait, cette connerie. Il n'en avait pas besoin de cette connerie. Ce dont il avait besoin, c'était d'une bonne nuit de sommeil. Mais l'espèce de connasse à laquelle il était marié se trouvait encore au téléphone. « Je comprends ça, Mike. Oui, moi aussi, je sais, mais... » Un silence plus long. « Bill Denbrough !» s'exclama-t-elle. Une fois de plus, la voix aiguë lui vrilla les tympans. Il resta à l'extérieur de la chambre, le temps de reprendre sa respiration. Maintenant, c'était de nouveau kadam, kadam, kadam. Les coups de boutoir avaient cessé. Il imagina fugitivement l'aiguille qui s'éloignait du rouge et chassa cette image. Un mec, c'était ce qu'il était, un sacré mec, nom de Dieu, pas une chaudière avec un thermostat. Il était en grande forme, en béton, et s'il fallait le lui répéter, il serait ravi de s'en charger. Il faillit entrer, mais se retint et resta un peu plus longtemps là où il se tenait, à l'écoute non pas de ce qu'elle disait en cherchant à savoir à qui elle parlait, mais de sa voix et de ses changements de ton. Et ce qui montait en lui était sa vieille et sinistre rage familière. Il l'avait rencontrée dans un bar à célibataire du centre de Chicago 4 années auparavant.
Ils n'avaient pas eu de difficulté à trouver un sujet de conversation, car ils travaillaient tous les deux dans l'immeuble Standard Brands et avaient des connaissances communes. Tom travaillait pour une boîte de relations publiques, King & Laundry, au 42e. Beverly Marsh, comme elle s'appelait alors, était modéliste assistante dans un atelier de mode, Delia Fashion, au 12e. Delia, qui devait connaître par la suite une certaine vogue dans le Middle West, s'adressait à une clientèle de jeunes. Chemises, blouses, châles et pantalons, Delia se vendait avant tout dans ce que Delia Castleman appelait les boutiques pour les moins de 25 ans, rebaptisées boutiques à camé par Tom Rogan. Ce dernier comprit presque tout de suite deux choses fondamentales à propos de Beverly Marsh. Elle était désirable et elle était vulnérable. En moins d'un mois, il en avait appris une troisième, elle avait du talent. Beaucoup de talent. Dans les dessins de ses petites robes et de ses blouses, il subodora une machine à fric d'un potentiel presque terrifiant. Pas dans les boutiques à camé, alors, avait-il pensé, en se gardant bien de le lui dire pour le moment. Terminées les lumières tamisées, finies les remises phénoménales, à la poubelle les présentations merdeuses au fond du magasin, à côté des bidules à se shooter et des t-shirts frappés au nom des groupes de rock. Laissons ces conneries aux gangs petits. Il en savait déjà énormément sur elle avant même qu'elle ne se rende compte qu'il s'intéressait sérieusement à elle. Et c'était exactement ce que voulait Tom. Il avait passé sa vie à chercher quelqu'un comme Beverly Marsh, et il se déplaça à la vitesse d'un lion qui bondit sur une antilope. Non que sa vulnérabilité fût spécialement apparente. Beverly était une femme superbe, mince, avec tout ce qu'il fallait là où il fallait. Des hanches un peu étroites, peut-être, mais elle avait des fesses magnifiques et les plus beaux nénés qu'il eût jamais vus. Tom Rogan était un fétichiste des seins. Depuis toujours, il trouvait la plupart du temps décevant les nichons des femmes grandes. Elle portait des chemises légères, et les pointes apparentes sous l'étoffe vous rendaient fou, mais une fois la chemise enlevée, on ne voyait plus que ça, des mamelons. Les seins eux-mêmes avaient l'air de boutons de tiroir. Pas de quoi se remplir la pogne, aimait à dire son compagnon de chambrée au collège. Oh, elle ne manquait pas d'allure, sans aucun doute, avec ce corps sculptural et ses superbes cheveux roux, mais elle avait un point faible, quelque part, comme si elle envoyait des signaux qu'il était le seul à pouvoir capter. Il était possible de remarquer certaines choses, sa façon nerveuse de fumer, mais il avait presque fini par en venir à bout. Ses yeux, incapables de s'immobiliser, n'osant jamais se poser sur ceux de son interlocuteur, quel qu'il fût, se dérobant aussitôt le contact établi. Son habitude de se frotter légèrement le coude quand elle était mal à l'aise, l'aspect de ses ongles, qui, s'ils étaient impeccables, étaient coupés sauvagement courts. Tom avait remarqué ce détail lors de leur première rencontre. Elle avait pris son verre de vin blanc, et il avait pensé en voyant ses ongles. Elle les garde courts comme ça parce qu'elle se les bouffe. Les lions ne pensent peut-être pas, en tout cas pas de la même manière que les êtres humains, mais ils voient. Et quand les antilopes fuient le trou d'eau, alertés par l'âcre odeur de poussière de la mort qui approche, un félin sait observer celle qui traîne un peu à l'arrière du troupeau, soit qu'elle ait une patte abîmée, soit qu'elle soit naturellement plus lente, soit encore que son sens du danger soit moins développé. Et il est même possible que certaines antilopes et certaines femmes aient le désir secret d'être abattues. Il entendit soudain un bruit qui l'arracha brutalement à ses souvenirs, le claquement d'un briquet. Sa mauvaise rage l'envahit de nouveau. Une vague de chaleur, qui n'était pas entièrement désagréable, irradia de son estomac. Elle fumait. Elle avait eu droit à quelques-uns des séminaires spéciaux de Tom Rogan sur la question, et voilà qu'elle recommençait. Elle apprenait lentement, soit, mais c'est avec les élèves relents que l'on voit les bons profs. Oui, disait-elle maintenant. Ouais, très bien, d'accord. Elle écouta un instant et émit un rire étrange et haché qu'il ne lui connaissait pas. Deux choses, puisque tu me le demandes. Réserve-moi une chambre et prie pour moi. Oui, d'accord. Moi aussi, bonne nuit. Elle raccrochait quand il rentra. Il avait eu l'intention de faire fort, de lui crier d'écraser ça tout de suite. Tout de suite. Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge quand il la vit. Elle s'était déjà trouvée par 3 fois dans cet état. Une fois avant leur première grande présentation de collection, une fois avant leur premier défilé en avant-première pour les acheteurs internationaux, et une fois encore lors de leur voyage à New York pour la remise du prix international de la mode. Elle se déplaçait à grands pas dans la chambre. Sa chemise de nuit brodée blanche lui collait au corps, et elle tenait sa cigarette entre les dents. Dieu qu'il avait horreur de la voir avec un mégot au bec, laissant échapper un ruban de fumée par-dessus son épaule, comme une cheminée de locomotive. Mais c'était son visage qui lui cloua le bec, qui étouffa dans sa gorge les vociférations prévues. Son cœur fit une embardée « Kabang !» et il grimaça, se disant qu'il ressentait non pas de la peur, mais de la surprise à la voir ainsi.
Beverly était une femme qui ne s'animait vraiment que lorsque sa cadence de travail atteignait un rythme effréné. Toutes les occasions dont il se souvenait avaient un rapport avec sa carrière. Il avait alors découvert une autre femme que celle qu'il connaissait si bien, une femme qui brouillait de décharges sauvages d'électricité statique son radar à détecter la peur. La femme qui apparaissait dans les périodes de grande tension était forte mais hyper tendue, impavide mais imprévisible. Ses joues maintenant étaient en feu, une rougeur naturelle qui avait envahi le haut de ses pommettes. Elle avait l'œil grand ouvert et pétillant dont toute trace de sommeil avait disparu. Sa chevelure ondoyait, et... Oh, regardez-moi ça, les mecs. Mais regardez donc moi ça. N'est-elle pas en train de sortir une valise du placard? Une valise? Mais, nom de Dieu, oui. Réserve-moi une chambre et prie pour moi, avait-elle dit. Eh bien, elle n'allait pas avoir besoin de la moindre chambre d'hôtel, du moins pas dans un avenir prévisible, parce que Mrs. Beverly Rogan allait rester bien sagement à la maison, merci beaucoup, et manger debout dans un coin pendant les 3 ou 4 prochains jours. En revanche, elle aurait peut-être besoin d'une ou deux prières avant qu'il en ait fini avec elle. Elle jeta la valise au pied du lit, puis se dirigea vers sa commode. Dans le tiroir du haut, elle prit 2 paires de jeans et un pantalon de velours, les lança dans la valise, revint à la commode, toujours suivie du ruban de fumée. Elle en sortit un chandail, 2 t-shirts, l'une de ces vieilles blouses Schnimschoa dans lesquelles elle avait l'air si ridicule, mais qu'elle refusait de jeter. Celui qui l'avait appelé n'était pas du grand monde, le style week-end à la campagne en petit comité. Oh, il se fichait pas mal de l'identité de son correspondant et de l'endroit où elle devait se rendre, puisque de toute façon elle n'irait nulle part. Ce n'était pas ça qui lui tarabustait obstinément le crâne, rendu douloureux par l'abus de bière et le manque de sommeil. C'était la cigarette. Elle était censée ne plus en avoir une seule, mais elle lui avait menti. Elle tenait la preuve entre les dents. Et comme elle n'avait toujours pas remarqué qu'il se trouvait sur le seuil, il s'offrit le plaisir d'évoquer les 2 nuits au cours desquelles il l'avait soumise entièrement à son contrôle. « Je ne veux plus te voir fumer dans mon secteur, lui avait-il déclaré, alors qu'il revenait à la maison après une soirée à Lake Forest. C'était un mois d'octobre. Je suis déjà obligé de m'étouffer avec cette saloperie dans les soirées et au bureau. Je ne veux pas en faire autant avec toi. Tu sais l'effet que ça fait? Je vais te dire la vérité. C'est désagréable, mais c'est la vérité. C'est comme s'il fallait bouffer de la morve de quelqu'un. Il s'était attendu à un minimum de protestation, mais elle s'était contentée de le regarder avec son expression de chien battu qui veut faire plaisir à son maître. Sa réponse, timide, faite à voix basse, avait été « Entendu, Tom. Et on n'y reviendra pas, hein ?»« Non, Tom. » Il n'y était pas revenu. Tom avait été de bonne humeur pour tout le reste de la soirée. Quelques semaines plus tard, à la sortie d'un cinéma, elle avait machinalement allumé une cigarette dans le hall et tiré dessus en allant jusqu'au parking. C'était par une nuit glaciale de novembre, avec un vent dément qui s'acharnait sur le moindre carré de peau dénudée. Tom se souvenait d'avoir senti l'odeur du lac, comme il arrive parfois par les nuits froides, une odeur plate, à la fois vide et effleurant le poisson. Il la laissa fumer sa cigarette. Il lui ouvrit même la porte quand ils arrivèrent à la voiture. Il se mit derrière le volant, referma sa propre porte et dit « Bev ?» Elle prit la cigarette entre 2 doigts et se tourna vers lui, l'air interrogatif. Il lui en balança une bien sentie du plat de la main contre le plat de sa joue, au point qu'il sentit des picotements dans la paume et que la tête de Beverly alla heurter le protège-nuque. Ses yeux s'agrandirent de surprise et de douleur, et de quelque chose d'autre également. Elle porta la main à la joue pour la tâter, pour toucher l'impression de chaleur et d'engourdissement brûlant qui l'envahissait, et elle s'écria « Oh, Tom !» Il la regarda, les yeux réduits à une fente, un léger sourire aux lèvres, bien vivant, prêt à voir comment elle allait réagir. Son pénis durcissait dans son pantalon, mais il y faisait à peine attention. Ce serait pour plus tard. Pour l'instant, la leçon ne venait que de commencer. Il revoyait ce qui s'était passé, son visage. Quelle avait donc été cette 3e expression fugitive? Tout d'abord la surprise, puis la douleur, puis l'air de se souvenir. Un souvenir précis. Ça n'avait duré qu'un instant. Elle n'avait même pas su s'en rendre compte, pensa-t-il. Tout dépendrait de la première chose qu'elle dirait, il le savait parfaitement. Ce ne fut pas « espèce de fils de pute », ce ne fut pas « à la revoyure, sale macho », et ce ne fut pas « c'est fini entre nous, Tom ». Elle l'avait simplement regardé, ses yeux noisettes à l'expression blessée, remplie de larmes, et avait dit « Pourquoi as-tu fait ça ?» Sur quoi elle avait essayé d'ajouter quelque chose, mais au lieu de cela, elle avait éclaté en sanglots. « Jette-la dehors !»« Quoi ? Quoi, Tom ?» Son maquillage coulait, laissant des traces noirâtres sur ses joues. Peu lui importait, il aimait assez la voir dans cet état. Ça faisait un peu désordre, mais c'était aussi excitant, ce côté salope le faisait bander. « La cigarette ! Jette-la dehors !»
La prise de conscience qui y pointait, accompagnée de culpabilité. Oh, j'ai oublié, c'est tout, pleurnicha-t-elle. Jette-la, Bev, ou tu vas avoir droit à une autre baffe. Elle fit descendre la vitre et lança la cigarette. Puis elle se tourna vers lui, pâle, apeurée, mais d'une certaine manière sereine. Tu ne peux pas, tu ne dois pas me frapper. C'est une mauvaise base de départ pour une relation durable. Elle essayait de trouver un ton de voix, une façon adulte de s'exprimer, mais sans y arriver. Il l'avait fait régresser. Il était avec une enfant dans cette auto, voluptueuse et sexy comme l'enfer, mais une enfant. Peut pas et doit pas sont deux choses différentes, ma fille, dit-il. Il parlait calmement, mais jubilait intérieurement. Et c'est moi qui déciderai quelles sont les bases d'une relation durable ou non. Si tu ne peux le supporter, parfait. Si tu ne peux pas, tu peux aller faire un tour. Je ne te retiendrai pas. Je te botterai peut-être le cul comme cadeau de rupture, mais je ne te retiendrai pas. Nous sommes dans un pays libre. Que veux-tu que je te dise de plus? Peut-être en as-tu déjà assez dit, avait-elle murmuré. Sur quoi il l'avait de nouveau frappé, plus fort que la première fois, parce que la gonzesse qui pouvait se permettre de répondre à Tom Rogan n'était pas encore née. La reine d'Angleterre elle-même n'en prendrait pour son grade si elle essayait de se payer sa tête. Cette fois, sa joue alla porter contre le rembourrage du tableau de bord. Sa main tâtonna à la recherche de la poignée et retomba. Elle resta accroupie dans son coin comme un lapin, une main sur la bouche, les yeux agrandis, pleins de larmes, terrorisés. Tom la contempla un instant, puis sortit de la voiture et en fit le tour. Il ouvrit la porte du côté passager. Le vent de novembre emportait la vapeur de son haleine dans l'obscurité, et l'odeur du lac devint plus forte. « Tu veux partir, Bev? J'ai vu que tu cherchais la poignée, et je me suis dit que tu voulais partir. D'accord, très bien. Je t'ai demandé de faire quelque chose, et tu as dit que tu le ferais, mais tu ne l'as pas fait. Alors, tu veux partir? Vas-y, barre-toi, y a pas de problème. Alors, tu descends de là? Non, murmura-t-elle. Quoi? J'ai rien entendu. Non, je ne veux pas partir, dit-elle à peine plus fort. Ces cigarettes te rendraient-elles à faune? Si tu ne peux pas parler, il va falloir que je te trouve un mégaphone. C'est ta dernière chance, Beverly. Parle assez fort pour que je t'entende. Veux-tu descendre de cette voiture ou veux-tu rentrer avec moi à la maison? Je veux revenir avec toi. Elle croisa les mains sur sa jupe comme une petite fille en disant cela. Elle n'osait pas le regarder, des larmes coulaient sur ses joues. Très bien, fit-il. Parfait, mais auparavant tu vas me répéter ça, Bev. J'ai oublié que je ne devais pas fumer en ta présence, Tom. Elle leva les yeux sur lui, avec un regard blessé, suppliant, incohérent. Tu peux m'y obliger, disait-il, mais je t'en prie, ne le fais pas. Je t'aime, ne le fais pas, arrêtons ça. Non, il fallait aller jusqu'au bout, car ce n'était pas ce qu'elle voulait tout au fond d'elle-même, et tous les deux le savaient. Allez, dis-le. J'ai oublié que je ne devais pas fumer en ta présence, Tom, dit-elle. Bien. Dis maintenant, je suis désolée. Je suis désolée, répéta-t-elle d'un ton lugubre. La cigarette encore allumée gisait sur la chaussée comme un fragment de fusée. Un couple qui sortait du théâtre les avait regardés un instant, pendant que l'homme tenait ouverte la portière droite d'une Vega dernier modèle, et que la femme s'installait, posant la main sur les genoux d'un geste affecté, tandis que l'éclairage intérieur auréolait sa tête d'une douce lueur dorée. Il écrasa la cigarette et l'émietta sur le macadam. Et maintenant, dis, je ne le referai jamais sans ta permission. Je ne le referai jamais. Elle se mit à balbutier. Jamais sans. Dis-le, Bev. Sans ta permission. Sur quoi il claqua la porte et revint s'installer au volant. Il démarra et ils retournèrent jusqu'à leur appartement en ville. Ils n'échangèrent pas un mot. La moitié de leur relation s'était réglée dans le parking, l'autre moitié le fut 40 minutes plus tard dans le lit de Tom. Elle ne voulait pas faire l'amour, avait-elle dit. Il lut néanmoins une vérité différente dans son regard et dans la manière dont elle exhibait ses jambes, et elle avait le bout de ses seins raides et durs quand il lui ôta sa blouse. Elle gémit quand il les effleura, et cria doucement quand il se mit à les sucer, l'un après l'autre, tout en les malaxant sans répit. Elle s'empara de sa main libre et la glissa entre ses jambes. « Je croyais que tu ne voulais pas faire l'amour, dit-il. » Elle détourna le visage, mais retint fermement sa main, tandis que le mouvement de ses hanches ne faisait que s'accélérer. Il la repoussa alors sur le lit, il se montra doux et attentionné, lui retirant ses sous-vêtements avec une délicatesse presque féminine. La pénétrer fut comme se glisser dans une huile exquise. Il bougea en cadence avec elle, l'utilisant mais se laissant aussi utiliser par elle, et elle jouit presque tout de suite la première fois, gémissant et lui enfonçant les ongles dans le dos. Puis ils passèrent à un rythme plus long et plus profond, plus lent aussi, et à un moment donné, il pensa qu'elle avait joué une deuxième fois.
Tom était sur le point d'en faire autant. Dans ces cas-là, il se mettait à penser au nombre de coups marqués en moyenne par match par les White Sox, ou à qui pouvait bien essayer de lui piquer le budget de Chelsea au boulot, et l'envie passait. Elle se mit alors à accélérer, finissant par perdre le rythme dans un cabrement surexcité. Il regarda son visage barbouillé de mascara, qui lui faisait des yeux de raton laveur, et de rouge à lèvres, et il se sentit lui-même approcher délicieusement de l'orgasme. Il souleva de plus en plus sèchement ses hanches. Il n'avait pas encore une bonnette gonflée à la bière à cette époque, et leurs ventres furent comme deux mains battant de plus en plus vite. Près de la fin, elle cria et le mordit à l'épaule de ses petites dents régulières. « Combien de fois as-tu joui » demanda-t-il après qu'ils eurent pris une douche. Elle détourna le visage et lui répondit d'une voix tellement basse que c'est à peine s'il put l'entendre. « En principe, ce n'est pas une question que l'on pose. »« Ah bon ? Qui t'a dit ça ? Le gars Trucmuche ?» Il lui prit le visage d'une seule main, le pouce s'enfonçant profondément dans l'une de ses joues, le menton coincé dans la paume. « C'est à Tom que tu parles. Est-ce bien clair, Bev ? Réponds à papa. »« 3 fois, répondit-elle à contre-cœur. « Bien, tu peux prendre une cigarette. » Elle l'avait regardé avec une expression de méfiance, sa chevelure rousse répandue sur les oreillers, simplement vêtue d'une petite culotte. Le seul fait de la regarder ainsi suffisait à le faire redémarrer. Il avait hoché la tête. « Vas-y, avait-il dit, pas de problème. » 3 mois plus tard, ils se marièrent civilement. Étaient présents 2 des amis de Tom et une seule amie de Beverly, Kay McCall, que Tom appelait la pute libérée au gros néné. Tous ces souvenirs repassèrent dans l'esprit de Tom en quelques secondes, comme un film en accéléré, tandis qu'il l'observait depuis la porte de la chambre. Elle en était au tiroir du bas de la commode et jetait maintenant des sous-vêtements dans la valise. Non pas le genre de choses qu'il aimait, satin glissant, soie délicate, mais des trucs de fillette en coton, tout fané, l'élastique détendu ou rompu à la taille. Elle sortit même une épaisse chemise de nuit qu'on n'aurait pas désavouée dans Mary Poppins. Elle se mit à fouiller à l'arrière du tiroir pour voir ce qui pouvait bien encore s'y cacher. Entre-temps, Tom Rogan, passant sur le tapis hirsute, s'était dirigé vers sa propre garde-robe. Pieds nus, il ne fit pas le moindre bruit. C'était la cigarette. C'était ça qui l'avait vraiment rendu fou furieux. Cela faisait longtemps, trop longtemps, qu'il lui avait donné cette première leçon. Elle avait dû en prendre d'autres depuis, beaucoup d'autres, et certains jours de canicule, elle avait porté des blouses à manches longues, voire des cardigans boutonnés jusqu'au cou, certains jours couverts des lunettes noires. Mais cette première leçon avait été si soudaine et fondamentale. Il avait oublié le coup de téléphone qui l'avait tiré de son sommeil de plomb. C'était la cigarette. Pour qu'elle fume en ce moment, c'est qu'elle avait oublié Tom Rogan. Temporairement, bien entendu, temporairement. Mais même temporairement, c'était déjà foutrement trop. Les raisons qui avaient pu lui faire oublier son existence importaient peu. Aucune raison de toute façon ne pouvait le justifier. Un large ruban de cuir noir se trouvait accroché à l'intérieur de sa penderie. La boucle avait été enlevée depuis longtemps, mais à l'endroit où elle se trouvait auparavant, la lanière avait été repliée sur elle-même, et Tom Rogan passa la main dans la poignée ainsi formée. « Tom, tu as encore fait des bêtises, » lui disait parfois sa mère. Parfois n'était peut-être pas le terme exact. Souvent serait plus juste. « Viens ici, Tommy, il faut que je te donne une raclée. » Sa vie d'enfant avait été ponctuée de raclées. Il avait fini par s'échapper en se réfugiant au collège de Wichita, mais apparemment, une évasion définitive était quelque chose qui n'existait pas, car il continuait d'entendre la voix de sa mère en rêve. « Viens ici, Tommy, que je te donne une raclée. » L'aîné de 4 enfants, il était devenu orphelin de père 3 mois après la naissance du petit dernier. La mort de son père relevait d'ailleurs peut-être davantage du suicide. Il s'était versé une généreuse rasade de soude caustique dans un gobelet et avait ingurgité ce brouet de sorcière installé sur le siège des toilettes. Mrs. Rogan avait dégoté un job à l'usine Ford. Tom, à 11 ans, se trouva promu chef de famille. Et s'il faisait une connerie, si le bébé chiait dans ses langes après le départ de la baby-sitter et qu'il n'avait pas tout nettoyé avant le retour de sa mère, s'il oubliait de faire traverser Megan au carrefour à la sortie de la crèche et que sa fouineuse de Mrs. Grant le voyait, si maman le trouvait en train de rechercher American Bandstand pendant que Joey mettait la cuisine en pagaille, si cela ou 1000 autres choses se produisaient, alors après le coucher des petits, la canne maudite sortait du placard, tandis que s'élevait l'invocation « Viens ici, Tommy, il faut que je te donne une raclée ». Autant donner les raclées que les recevoir. S'il n'avait rien appris d'autre sur la grande route à péage de la vie, au moins avait-il appris cela. C'est pourquoi il enfila la boucle et l'installa douillettement contre sa paume. Puis il referma le poing dessus. Il se sentait bien. Il se sentait comme un adulte. La bande de cuir noir pendait de sa main comme un serpent mort. Il n'avait plus mal à la tête. Elle avait enfin trouvé cette dernière chose au fond du tiroir, un vieux soutien-gorge de coton au bonnet en forme d'obus.
L'idée que l'appel téléphonique ait pu émaner d'un amant lui effleura brièvement l'esprit avant de disparaître. C'était ridicule. Une femme qui va retrouver son amant n'emporte pas ses vieilles blouses et ses sous-vêtements petits bateaux avec leurs élastiques détendus. D'ailleurs, elle n'oserait pas. Beverly, dit-il doucement. Elle se retourna d'un seul bloc en sursaut, les yeux agrandis, ses longs cheveux ondoyants. La ceinture hésita, retomba un peu. Il ne la quittait pas des yeux, ressentant à nouveau cette vague impression de malaise. Oui, elle avait eu cette même expression avant chacun de ses grands défilés de mode, et il avait alors évité de se mettre sur son passage, ayant compris qu'elle débordait tellement de peur et d'agressivité mêlée qu'elle avait la tête comme pleine de gaz. À la moindre étincelle, tout exploserait. Elle n'avait pas vu dans ses défilés l'occasion de quitter Delia Fashion, de gagner sa vie, voire de faire fortune par ses seuls talents. Cela aurait été normal pourtant. Mais s'il n'y avait eu que ça, elle n'aurait pas eu un talent aussi diabolique. Ces shows avaient été pour elle des sortes de super examens, où elle était jugée par de redoutables professeurs. Elle se retrouvait devant une créature sans visage mais avec un nom, autorité. C'était cette nervosité-là qui lui dilatait les yeux en ce moment. Mais il n'y avait pas seulement son visage. Il émanait d'elle une aura presque visible, une surtension qui la rendait soudain à la fois plus désirable et plus redoutable qu'elle ne lui avait semblé depuis des années. Il avait peur parce qu'elle était là, tout entière, telle qu'elle était essentiellement, et non pas réduite à ce que Tom Rogan voulait qu'elle fût ou croyait avoir fait d'elle. Beverly paraissait à la fois en état de choc et effrayée, mais aussi débordante d'une joie malsaine. Si une rougeur fiévreuse empourprait ses joues, elle avait également 2 taches d'un blanc brutal au-dessous de la paupière inférieure, qui lui faisaient comme 2 yeux de plus. Il y avait enfin cette vibration atténuée qui émanait de son front. Et la cigarette dépassait toujours de sa bouche, remontant légèrement maintenant, comme si elle se prenait pour ce foutif Frank Roosevelt. La cigarette. À cette seule vue, il sentait monter en lui une vague de fureur noire. Vaguement, très loin au fond de son esprit, il se souvint de ce qu'elle lui avait dit une fois, dans l'obscurité, parlant d'une voix sombre et apathique. « Un jour, tu vas finir par me tuer, Tom. T'en rends-tu compte ? Un jour, tu vas aller juste un peu trop loin, et ce sera la fin. Tu vas craquer. Tu n'as qu'à faire ce que je te dis, Bev, et ce jour-là ne viendra jamais, avait-il répondu. À cet instant, avant que la colère ne l'aveugle complètement, il se demandait si ce jour n'était pas justement venu. La cigarette. Peu importait le coup de fil, la valise, son air bizarre. On allait s'occuper de la cigarette, après quoi il la baiserait. Puis il discuterait du reste. À ce moment-là, ça paraîtrait peut-être même important. « Tom, dit-elle, Tom, il faut que... »« Et tu fumes !» Sa voix avait l'air de venir de loin, comme retransmise par une bonne radio. « On dirait que tu as oublié, Poussin. Où les cachais-tu ?»« Oh, écoute, je vais l'éteindre, dit-elle en allant jusqu'à la porte de la salle de bain. Elle lança la cigarette. Même de là, il devinait les marques de dents sur le filtre, dans la cuvette des chiottes. « C'était un vieil ami, Tom, un très très vieil ami, et il faut que tu la fermes, un point c'est tout, hurla-t-il. Tu la fermes. » Mais la peur qu'il voulait voir apparaître, la peur de lui, ne se manifestait pas sur son visage. Il y lisait pourtant de la peur, mais elle venait du coup de téléphone, et Beverly n'était pas censée éprouver de peur de ce côté-là. On aurait presque dit qu'elle ne voyait pas la ceinture, qu'elle ne voyait pas Tom lui-même, et il ressentit une pointe de malaise. Était-il bien ici? Question stupide, mais pourtant... Cette question était si terrible et si élémentaire que pendant un instant il eut l'impression de se trouver sur le point d'être arraché à lui-même, et de se mettre à flotter comme une fleur de pissenlit dans la brise. Puis il se reprit. Il était là, en chair et en os, et le foutu baratin de psy, ça suffisait pour cette nuit. Il était là, lui, Tom Rogan, en personne, et si cette cinglée de conne ne filait pas droit dans les 30 secondes à venir, elle allait avoir l'air de quelqu'un tombé d'un train en marche. « Faut que je te donne une raclée, ma poulette, dit-il. « Désolé. » Il avait déjà vu ce mélange de peur et d'agressivité un jour. Oui, pour la première fois, ça lui revenait clairement. « Pose ce truc, répondit-elle. Il faut que j'aille à O'Hare, le plus vite possible. »« Es-tu bien présent ici, Tom ? En es-tu sûr ?» Il repoussa cette pensée. Le morceau de cuir qui avait autrefois été une ceinture se balançait lentement devant lui comme un pendule. Il cligna des yeux et la regarda bien en face. « Écoute-moi, Tom, il se passe des choses graves dans ma ville natale, des choses très graves. J'avais un ami à cette époque. On aurait sans doute pu dire que c'était mon petit ami, sauf que nous étions encore beaucoup trop jeunes pour ça. Ce n'était qu'un gosse de 11 ans, affligé d'un épouvantable bégaiement. Il est romancier maintenant. Je crois même que tu as lu l'un de ses livres, Les Rapides des Ténèbres, non ?» Elle scrutait son visage, mais Tom restait sans expression. Il n'y avait que le pendule de la ceinture qui oscillait paisiblement. Il l'écoutait, la tête inclinée,
ses jambes massives légèrement écartées. Puis elle se passa nerveusement la main dans les cheveux, d'un geste distrait, comme si elle avait à penser à de nombreuses choses importantes et qu'elle n'avait pas vu la ceinture. Et l'horrible et angoissante question lui revint à l'esprit. « Es-tu bien présent ici? En es-tu sûr? Ce bouquin a traîné là pendant des semaines, et je n'avais jamais fait le rapprochement. J'aurais dû peut-être, mais nous sommes tous plus âgés maintenant, et ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à Derry. Très longtemps. Mais peu importe. Bill avait un frère, George, qui a été tué avant que je connaisse vraiment Bill. Il a été assassiné. Et puis l'été suivant... Mais Tom avait déjà assez entendu de sornettes comme ça. Il fonça rapidement sur elle, rejetant le bras droit en arrière, comme s'il s'apprêtait à lancer un javelot. La ceinture fendit l'air avec un sifflement. Beverly la vit venir et voulut l'éviter, mais son épaule heurta le chambranle de la porte de la salle de bain, et il y eut un claquement étouffé quand le cuir vint frapper son avant-bras gauche, sur lequel il laissa une marque rouge. « Je m'en vais te fouetter, moi, dit Tom. Sa voix était normale, exprimant presque un regret, mais sa bouche lui découvrait les dents en un rictus figé. Il voulait voir cette expression dans son regard, cette expression de peur, de terreur et de honte, cette expression qui disait « Tu as raison, je l'ai bien mérité », et qui disait aussi « Oui, tu es là avec moi, je sens ta présence ». Alors l'amour pourrait revenir, ce qui était bien, ce qui était juste, parce qu'il l'aimait vraiment. Il pourrait même avoir une discussion, si elle y tenait, sur qui exactement l'avait appelé et ce qu'il voulait. Mais ce serait plus tard, forcément. Pour l'instant, la leçon venait seulement de commencer. Le bon vieux 2 temps de mouvement. 1, la raclée, 2, la baise. « Désolé, Poussin. »« Non, Tom, ne fais pas !» Il balança la ceinture de côté, et elle vint s'enrouler sur ses hanches, achevant sa course avec un claquement satisfaisant sur ses fesses. Et nom de Dieu, elle s'y accrochait. Cette salope s'accrochait à la ceinture. Tom Rogan se trouva pendant un instant tellement stupéfait devant cet acte inattendu d'insubordination qu'il faillit lâcher son fouet, qu'il l'aurait lâché en fait, n'eût été la boucle solidement enroulée à son poignet. Il tira la ceinture d'un coup sec. « N'essaie surtout pas de me l'arracher, fit-il, la voix rauque. T'as compris? Refais encore un truc comme ça, et tu passeras un mois à pisser du jus de framboise. »« Arrête ça, Tom, dit-elle. Son ton eut le don de le rendre furieux. On aurait cru un moniteur de sport s'adressant à un gosse de 6 ans qui pique sa crise. « Il faut que je parte, reprit-elle. Ce n'est pas une plaisanterie. Des gens sont morts, et j'ai fait une promesse il y a très longtemps. » Tom n'entendit à peu près rien. Il rugit et fonça sur elle, tête baissée, la ceinture virevoltant à l'aveuglette. Il la frappa tout en la tirant du seuil de la porte et en la poussant le long du mur. Il levait le bras, frappait, levait le bras, frappait, levait le bras, frappait. Plus tard dans la matinée, il lui faudrait avaler 3 tablettes de codéine avant d'être capable de lever la main plus haut que les yeux, mais pour l'instant il n'avait conscience que d'une seule chose, elle le défiait. Non seulement elle avait fumé, mais elle avait essayé de lui arracher la ceinture. Ô bonnes gens, amis et voisins, elle l'avait bien cherché, et devant le trône de Dieu Tout-Puissant, il jurait qu'elle y aurait droit. Il la repoussa ainsi le long du mur, faisant pleuvoir les coups sur elle. Elle se protégeait le visage des mains, mais il avait accès à tout le reste de son corps. La ceinture produisait de solides claquements dans le silence de la pièce, mais elle ne criait pas, comme cela lui arrivait parfois, ni ne le suppliait d'arrêter, comme elle le faisait d'habitude. Pire que tout, elle ne pleurait pas, elle qui pleurait toujours. On n'entendait que le bruit de la ceinture et leur respiration, celle de Tom, forte et rauque, celle de Bev, rapide et légère. Elle fonça soudain vers le lit et la coiffeuse à côté. Les coups de ceinture avaient empourpré ses épaules. Ses cheveux ondulaient comme des flammes. Il la suivit de son pas lourd, plus lent, mais il était énorme, imposant. Il avait joué au squash jusqu'au jour où il s'était déchiré le tendon d'Achille 2 ans auparavant. Depuis, il avait un peu, beaucoup en fait, perdu le contrôle de son poids, mais les muscles étaient toujours là, puissants rouages enrobés de graisse. Il était cependant hors d'haleine, ce qui l'inquiétait un peu. Il crut, quand elle arriva près de la coiffeuse, qu'elle allait s'accroupir à côté, voire tenter de se glisser dessous. Au lieu de cela, ses mains saisirent... Elle se retourna, et l'air se remplit soudain de missiles. Elle lui lançait ses produits de beauté. Une bouteille de parfum vint le frapper sèchement entre les seins, puis tomba à ses pieds où il se brisa. Le parfum entêtant des fleurs l'étouffa à moitié. « Mais arrête ça !» rugit-il. « Arrête ça !» Au lieu d'obtempérer, ses doigts continuaient à parcourir le dessus de verre de la coiffeuse, attrapant tout ce qu'il trouvait pour le lui lancer. Il avait porté la main à sa poitrine à l'endroit où le flacon l'avait heurté, incapable d'admettre qu'elle l'avait frappé avec quelque chose, alors que d'autres objets volaient autour de lui. Le bouchon de verre l'avait entaillé. Ce n'était qu'une coupure bénigne, rien de plus qu'une égratignure triangulaire,
Mais il y avait une petite dame aux cheveux roux qui allait voir le soleil depuis un lit d'hôpital. Oh oui, une certaine petite dame. Un pot de crème l'atteignit au-dessus du sourcil, droit avec force. Il entendit un coup sourd qui lui parut provenir de l'intérieur de sa tête. Il y eut une explosion de lumière blanche juste au-dessus du champ de vision de cet œil, et il recula d'un pas, bouche bée, tandis qu'un tube de Nivea le frappait à la hauteur de l'estomac et qu'elle se mettait, était-ce possible? Mais oui, à crier après lui. Je vais à l'aéroport, espèce de fils de pute. Tu m'entends? J'ai quelque chose à faire et je vais y aller. Écarte-toi de mon chemin, tu ne m'en empêcheras pas. Du sang coulait dans l'œil droit de Tom, piquant et chaud. Il l'essuya du revers de la main. Il resta quelques instants immobile, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois, ce qui, en un certain sens, était vrai. Sa poitrine se soulevait rapidement, son visage offrait un contraste de blanc livide et de pommettes écarlates. Un rictus lui tirait les lèvres en arrière, découvrant ses dents. Elle avait cependant nettoyé le dessus de la coiffeuse, le silo à missile était vide. Il lisait toujours la peur dans ses yeux, mais pas la peur de lui. « Tu vas ranger ses affaires, dit-il, luttant pour ne pas halter en parlant. Ça n'aurait pas fait bon effet. Il aurait eu l'air affaibli. Tu remettras ensuite la valise à sa place et tu te foutras au lit. Si tu fais ça, je ne serai peut-être pas trop méchant. Peut-être pourras-tu sortir de la maison dans 2 jours et non pas dans 2 semaines. Écoute-moi, Tom. Elle parlait lentement, le regard très clair. Si tu t'approches de moi, je te tuerai. As-tu bien compris, espèce de tas de graisse? Je te tuerai. Et brutalement, à cause du souverain mépris qu'exprimait son visage, peut-être, ou parce qu'elle l'avait traité de tas de graisse, ou simplement à cause de cet air de rébellion, de ses seins qui se soulevaient et s'abaissaient, il suffoqua de peur. Une peur qui ne se réduisait pas à quelques coups d'aiguillon, mais qui le submergeait entièrement, la peur horrible de ne pas être là. Tom Rogan se précipita sur sa femme sans pousser de rugissement cette fois. Il fonça aussi silencieusement qu'une torpille sous l'eau. Son intention n'était probablement plus de la battre et de la soumettre, mais de lui faire ce qu'elle avait imprudemment déclaré qu'elle lui ferait. Il crut qu'elle allait s'enfuir, sans doute vers la salle de bain ou l'escalier. Au lieu de cela, elle resta ferme sur sa position. Sa hanche heurta le mur quand elle saisit la coiffeuse de toutes ses forces. Et dans le mouvement qu'elle fit pour lui lancer le meuble, elle se cassa 2 ongles jusqu'à la chair, la sueur ayant rendu ses mains glissantes. La coiffeuse oscilla pendant un moment sur un pied, et elle redoubla d'efforts. Tandis que le meuble dansait, son miroir renvoya la lumière du plafonnier, et une vague, comme une pénombre d'aquarium, parcourut brièvement le plafond. Puis il s'inclina en avant, l'un des bords vint heurter Tom en haut des cuisses, et il tomba à la renverse. Il y eut un tintanabulement musical dû aux bouteilles qui dégringolaient et se brisaient à l'intérieur. Il vit le miroir venir heurter le sol à sa gauche, et eut pour se protéger les yeux un mouvement qui lui fit perdre la ceinture. Des morceaux de verre se répandirent bruyamment, argentés au revers. Plusieurs le coupèrent, et il se mit à saigner. Elle pleurait maintenant à gros sanglots suraigus. 1000 fois elle s'était vue le quittant, rejetant la tyrannie de Tom, comme elle avait rejeté celle de son père, se sauvant dans la nuit, les bagages empilés dans le coffre de la cutelasse. Elle n'était pas stupide, en tout cas pas au point de croire, alors qu'elle se tenait au milieu de tout ce gâchis, qu'elle n'avait pas aimé Tom, et que d'une certaine manière elle l'aimait encore. Mais ça ne changeait rien à la peur et à la haine qu'il lui inspirait, ni au mépris qu'elle éprouvait pour elle-même de l'avoir choisi pour d'obscures raisons enfouies dans le passé et qui n'aurait plus dû jouer. Son cœur ne se brisait pas, il lui donnait plutôt l'impression de se consumer, de fondre dans sa poitrine, avec l'angoisse que cette chaleur l'envahisse complètement et la rende folle. Mais au-dessus de tout cela, dans un martèlement régulier au fond de son esprit, s'élevait la voix sèche et intraitable de Mike Hanlon. « Ça est revenu, Beverly. Ça revient. Et tu as promis. » La coiffeuse se souleva et se baissa, 1 fois, 2 fois, 3 fois. On aurait dit qu'elle respirait. Se déplaçant avec agilité et prudence, lèvres pincées, commissure vers le bas, agitée de tics semblant annoncer des convulsions, elle franchit sur la pointe des pieds la zone couverte de débris de verre et s'empara de la ceinture au moment où Tom repoussait la coiffeuse de côté. Elle recula, glissant la main dans la boucle de cuir, et secoua la tête pour chasser les cheveux qui lui retombaient dans les yeux. Elle voulait voir ce qu'il allait faire. Tom se releva. Il avait des coupures sur une joue, sur son front. Sur son front s'allongeait en diagonale une estafilade fine comme un cheveu. Il fronça les sourcils tout en se redressant et aperçut du sang sur son caleçon. « Rends-moi ma ceinture, dit-il. » Au lieu de cela, elle fit un tour de plus autour de sa main et lui jeta un regard de défi. « Arrête ça, Bev, tout de suite. Si tu m'approches, je te fais cracher tes boyaux. »
Les mots étaient bien sortis de sa bouche, mais elle n'arrivait pas à y croire. Et qui était au juste ce Cro-Magnon en sous-vêtements plein de sang? Son mari? Son père? L'amant qu'elle avait eu au collège et qui un soir lui avait cassé le nez, apparemment sur un simple caprice? Oh mon Dieu, aidez-moi maintenant, pensa-t-elle. Et de nouveau sa bouche parla. Moi aussi je peux le faire. Tu es gros et lent, Tom. Je pars, et quelque chose me dit que c'est pour toujours. Je crois bien que c'est terminé tous les deux. Qui est ce type, ce Denbrough? Oh, laisse tomber, j'étais... Elle se rendit compte presque trop tard que la question n'avait pour but que de la distraire. Il n'avait pas fini sa phrase qu'il se jetait sur elle. La ceinture décrivit un arc en l'air et le claquement qu'elle produisit en atterrissant sur la bouche de Tom rappelait celui d'un bouchon rétif sortant d'une bouteille. Il poussa un couinement et porta vivement les mains à ses lèvres, l'œil agrandi, hagard. Du sang se glissa entre ses doigts et coula sur le revers de ses mains. « Tu m'as fendu la lèvre, salope !» fit-il avec un gémissement assourdi. « Nom de Dieu, tu m'as fendu la lèvre !» Il se dirigea de nouveau vers elle, main tendue, la bouche ensanglantée. En fait, ses lèvres semblaient avoir éclaté en deux endroits différents. L'une de ses dents de devant avait perdu sa couronne. Comme elle le regardait, il la cracha de côté. Une partie d'elle-même avait envie de fuir cette scène et de fermer les yeux, mais l'autre Beverly ressentait l'exultation d'un condamné à mort qu'un tremblement de terre vient inopinément de libérer de sa prison. Et cette seconde Beverly aimait beaucoup ça. « J'aurais adoré que tu l'avales, que tu t'étouffes avec. » C'est cette Beverly-là qui fit tournoyer la ceinture pour la dernière fois. Cette ceinture qui avait marqué ses fesses, ses jambes et sa poitrine. Cette ceinture dont il s'était servi un nombre incalculable de fois au cours des 4 dernières années. Le nombre de coups dépendait de l'importance de la bêtise. Tom arrivait à la maison, le dîner était froid, 3 coups. Oh oui, regardez, Beverly a encore attrapé une contredanse, un coup sur la poitrine. Il n'était pas méchant, il lui laissait rarement des ecchymoses. Ça ne faisait même pas très mal, si ce n'était l'humiliation. Ça faisait mal. Et ce qui était encore plus douloureux, c'était de savoir que quelque chose, au fond d'elle-même, était friand de cette souffrance, friand de cette humiliation. Le dernier remboursera tous les autres, pensa-t-elle, et elle frappa. Elle porta le cou de côté, bas. Le cuir vint s'enrouler entre les jambes et frappa ses couilles avec un bruit sec, mais appuyé, celui d'un tapis que l'on bat. Cela suffit. Tom Rogan perdit instantanément toute combativité. Il poussa un couinement aigu, mais sans force, et tomba à genoux comme pour prier, les mains entre les jambes. Il rejeta la tête en arrière, et des cordes saillirent de son cou. Sa bouche en sang grimaçait tragiquement de douleur. Son genou gauche vint écraser la pointe effilée d'un gros éclat de verre, reste d'une bouteille de parfum, et il roula en silence sur le côté, comme une baleine qui s'échoue. Une des mains quitta l'entrejambe pour se porter au genou à vif. « Tout ce sang, Seigneur, il saigne de partout. »« Oh, il survivra, » répondit froidement la nouvelle Beverly, celle que semblait avoir fait surgir le coup de téléphone de Mike Hanlon. « Des types comme lui survivent toujours. Il faut simplement se tirer d'ici à toute allure, des fois qu'il aurait envie de reprendre le tango, ou avant qu'il décide d'aller à la cave décrocher la Winchester. » Elle recula d'un pas et sentit un élancement de douleur dans le pied. Elle venait de marcher sur un morceau du miroir de la coiffeuse. Elle se courba pour rattraper la poignée de la valise sans le quitter un instant des yeux, puis elle recula jusqu'à la porte et descendit dans le hall. Elle tenait la valise à 2 mains devant elle, se cognant les tibias à chaque pas qu'elle faisait à reculons. Son pied coupé laissait une empreinte sanguignolante sur le sol. Une fois en haut des marches, elle se tourna et descendit rapidement, sans s'autoriser à réfléchir. Elle craignait de ne plus avoir une seule pensée cohérente dans la tête, du moins pour l'instant. Elle sentit que quelque chose lui effleurait la jambe et poussa un cri. C'était l'extrémité de la ceinture qu'elle tenait toujours enroulée autour de la main. Dans la pénombre, elle avait plus que jamais l'air d'un serpent noir. Elle la jeta par-dessus la rampe avec une grimace de dégoût et la vit atterrir en S sur le tapis du couloir en bas des marches. Une fois au pied de l'escalier, elle prit sa chemise de nuit par l'ourlet et la fit passer par-dessus sa tête. Elle était pleine de sang et elle ne voulait pas la porter une seconde de plus. Elle la lança au loin et le phare vêtement alla se poser en ondoyant sur un caoutchouc placé à côté de la porte de séjour, qu'elle recouvrit comme un parachute brodé. Elle se pencha nue sur sa valise. Elle avait les bouts de sein glacés, aussi durs que du bois. « Ramène ton cul là-haut, Beverly !» Elle suffoqua, sursauta, puis se pencha de nouveau sur la valise. S'il avait la force de crier autant, elle disposait alors de beaucoup moins de temps que ce qu'elle croyait. Elle souleva le couvercle, sortit une culotte, une blouse, un vieux Lévis qu'elle enfila fébrilement à côté de la porte sans quitter l'escalier des yeux. Mais Tom n'apparut pas là-haut. Il cracha son nom encore par 2 fois, et à chacune elle se recroquevilla devant cette voix, le regard hanté, les lèvres se retroussant sur les dents en un rictus incontrôlé. Elle enfonça les boutons de la blouse dans les boutonnières aussi vite qu'elle put.
Les deux du haut manquaient, bien sûr, son propre raccommodage était rarement fait, et elle songea qu'elle devait avoir l'air plus ou moins d'une pute à la recherche d'un dernier client pour pouvoir dire qu'elle avait gagné sa nuit. Mais il fallait faire avec. « Je te tuerai, salope! Espèce de salope de pute !» Elle fit claquer le couvercle, ferma les serrures. La manche d'une blouse dépassait comme une langue. Elle regarda une dernière fois autour d'elle, rapidement, se doutant qu'elle ne reverrait jamais plus cette maison. Mais cette idée ne lui apporta que du soulagement. Elle ouvrit la porte et sortit sans hésiter. Elle avait déjà dépassé les 3 carrefours, sans très bien savoir où elle se dirigeait, quand elle se rendit compte qu'elle était encore pieds nus. Le gauche, celui qu'elle s'était coupé, lui élançait sourdement. Il fallait qu'elle mette quelque chose au pied, et il était presque 2 heures du matin. Son portefeuille et ses cartes de crédit étaient restés à la maison. Elle fouilla les poches de son jean, mais n'en tira que quelques bourres de charpie. Elle n'avait pas un sou sur elle, rien. Elle parcourut du regard le quartier dans lequel elle se trouvait, un quartier résidentiel avec de belles maisons, des pelouses parfaitement entretenues, mais que des vitres noires. Et soudain, elle se mit à rire. Beverly Rogan s'assit sur un muret bas, la valise entre ses pieds sales, ne pouvant s'arrêter de rire. Les étoiles étaient de sortie, et comme elles brillaient. Elle pencha la tête de côté et rit à leur adresse, prise d'une jubilation sauvage qui la submergea comme une vague de fond, la soulevant, l'emportant, la purifiant. Une force d'une telle violence qu'elle en perdit toute pensée consciente. Son sang seul pensait, et de sa voix puissante parlait, à sa manière au-delà des mots, de désir, bien qu'elle ne sût jamais, et n'eût jamais envie de le savoir, de quel désir il s'agissait. Il suffisait de ressentir cette chaleur qui l'emplissait avec insistance. Le désir, se dit-elle, et à l'intérieur d'elle-même, la lame de fond de jubilation parut prendre de la vitesse et se précipiter vers quelque inévitable chute. Elle rit aux étoiles, effrayée mais libre, pleine d'une terreur aussi aiguë qu'une douleur, aussi douce qu'une pomme mûre d'octobre, et quand une lumière s'alluma à l'étage des chambres, dans la maison au pied de laquelle elle se trouvait, elle saisit la poignée de sa valise et s'enfuit dans la nuit, sans cesser de rire.